Et bonsoir Jean. Bonsoir. Bah, on est la journée, dis donc Robin. T'es complètement siphonné du bocal. Bonjour Robin. Personne. Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé que j'allais t'embêter. Bon, et bien bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. La chaudière est déjà parmi nous. Elle est partie pile quand tu as dit taisez-vous. J'adore. C'est nickel. Aujourd'hui, on reçoit Xavier. Bonsoir. Xavier. Oui, bonsoir Xavier. Thésard en onologie. C'est ça. Ça fait plaisir. Tu es le deuxième qu'on reçoit du coup avec Jean. C'est un collègue. Voilà. Et c'est oui, ta on est copain. collègues, c'est pour ça. Et écoute, peux-tu nous présenter le titre de ta thèse, s'il te plaît? Ah, faut que je le redise en entier. Allez. Oui, parce que ça n'enregistrait pas tout à l'heure. Ah mince. Alors allez, c'est parti. Contribution des phénylpropènes au mécanisme de défense naturelle du cépage Baco blanc et aux qualités organoleptiques de l'eau de vie d'Armagnac. Voilà, donc là déjà, J'ai perdu la moitié. on a beaucoup de mots à définir. Alors Allez, déjà, et ça, aussi, j'aime c'est- beaucoup. Déjà, il a dit qu'il faisait une thèse en œnologie. Ouais. Pourtant, il travaille pas sur le vin. T'abuses un peu. Alors pour faire de l'eau de vie, pour les gens qui ne savent pas, on doit faire du vin avant. Et après, on distille le vin qu'on a fait fermenter. D'accord. C'est ce qu'on fait avec l'Armagnac. Avec C'est du ça. raisin blanc. Du raisin blanc, ouais. Ça, Pareil pour le cognac. c'est l'eau de vie de vin, tu disais, l'Armagnac. Exactement. C'est ça. L'eau de vie, on peut rappeler vite fait Ce que c'est ? ce que c'est. Alors, pour faire de l'eau de vie de vin, on doit faire du vin avant tout, donc faire fermenter du jus de raisin. Et ensuite, on va passer ce vin dans un alambic pour le distiller et récupérer tout l'alcool qu'il y a dedans, ou presque. Parce qu'une eau de vie, ça va monter après à 60, pour l'Armagnac en tout cas, sorti d'alambic, et après on va le réduire jusqu'à 40 pour pouvoir le vendre. L'idée du coup de l'Armagnac, c'est de récupérer principalement que l'alcool du vin. En gros, c'est ça, ouais. Ouais. Avec Tu un vas faire une système de chauffe. opération. C'est ça. Et la particularité de l'Armagnac, c'est que c'est une distillation dite continue, c'est-à-dire qu'on peut apporter du vin en continu, Ok. à la différence du cognac où on fait ça en plusieurs étapes. Et il y a une seule distillation aussi, alors que dans le cognac, il y en a deux. C'est ça, oui. C'est C'est la distillation continue. Ok. Du coup, on n'est pas si loin de l'œnologie, puisqu'on travaille quand même sur le raisin. Donc c'est pour ça que c'est une thèse en œnologie, principalement. Et Exact. du coup, Et tu nous parlais du coup du Baco blanc. C'est ça. Alors le Baco blanc, c'est un vieux cépage. Il a été créé en 1898. Alors attends, je te coupe pour les néophytes. Qu'est-ce Allez. qu'un cépage? Un cépage, c'est une variété de vigne, hein, une variété de raisin. Très C'est- simplifié, c'est une race de... Voilà, c'est ça. Et donc ça a été créé en 1898 par un instituteur hollandais. Et il a la particularité, c'est un hybride, c'est-à-dire qu'il est issu d'un croisement entre des vignes, on va dire, françaises, européennes, et des vignes américaines. C'est pas le cas de beaucoup de cépages sur Bordeaux? Alors, c'est un peu plus compliqué parce que les cépages actuels, après la crise du phylloxéra, donc c'est un petit puceron qui a détruit la majorité du vignoble français. Et à partir de ce moment-là, on a fait ce qu'on appelle du greffage, c'est-à-dire qu'on a utilisé des porte-greffes américains qui, eux, sont résistants au phylloxéra, et on a mis dessus nos vignes à nous qui étaient sensibles au phylloxéra. Et il y avait une polémique à l'époque, c'était de savoir si on faisait de l'hybridation, c'est-à-dire qu'on croisait directement les vignes, ou on faisait du greffage. Le greffage, c'est un peu comme... on a un thésard l'année dernière qui avait fait ma thèse en 180 secondes et qui disait que c'était un peu comme du Lego, en fait. Si tu veux. Ok, Tu ouais. vas brancher les pieds d'un Lego sur le corps d'un autre Lego. Ouais, c'est C'est ça. ça. C'est une sorte, je sais pas trop comment dire ça, mais C'est un adaptateur, si ouais, tu préfères. une sorte de soudure avec la sève directement. Même la sève. Donc toi, tu travailles pas sur ce genre de cépage, tu travailles sur des hybrides, donc c'est vraiment des croisements directement... Voilà, c'est ce qu'on appelle des... Science-fiction, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Alors, on fait pas d'OGM, hein. Ouais. On fait vraiment pas d'OGM, c'est du croisement. Voilà. Il y a un truc sur lequel, parce que du coup, de ce que parle ta thèse, on parle du coup des mécanismes de défense voilà, de ce cépage-là. Ouais. Et j'avais cru comprendre que dans ta thèse en 180 secondes, tu avais dit que ça résistait à quasiment toutes les maladies. Alors oui, j'avais simplifié en disant que ça résistait à beaucoup de maladies, et notamment au mildiou et à l'oïdium, qui sont les deux grosses maladies qu'on retrouve dans le vignoble. Et c'est un cépage qui nécessite d'être moins traité par rapport à ces maladies-là. Donc on ne parle pas de résistance, on parle de tolérance D'accord. à ces ok. maladies. Parce que du coup, moi, ça m'avait fait penser avec Jean, là où on s'est rencontrés, on travaillait du coup pour le Gédon des Bordeaux. Ouais. Et ça m'a fait penser du coup, est-ce que ça fait partie aussi de ces cépages qui ont été touchés par
cette maladie, La j'ai oublié, la flavescence flavescence dorée. dorée, voilà, simplement. Alors, je sais pas ce qu'il en est pour le Baco au niveau de la flavescence dorée, mais j'imagine qu'il est moins sensible que les autres. Ouais. Ok. Mais ça reste à vérifier. Ok. Ouais. Là, j'ai pas la réponse. Pas Et- encore, du Pas moins. encore. On Pas ira encore. redemander la formation aux principaux C'est intéressés. ça. Et tu travailles sur une maladie spécifique de la vigne ou tu travailles sur... Alors, on Plusieurs a maladies. choisi le botrytis, qui est le champignon que tout le monde connaît, c'est celui qui fait pourrir nos fruits dans la corbeille. Mhm. Et c'est un champignon qui est très connu au niveau génétique, on sait vraiment comment il se développe, on a plein de souches différentes, donc on a choisi celui-là qui est assez pratique à manipuler. Le problème, c'est que mon cépage est sensible au botrytis. Ah. Voilà. Donc il n'est pas résistant à ce champignon en fait. Non, voilà. D'accord. Écoute, je pense que le moment est venu de commencer à définir les termes petit à petit De son titre. de son sa thèse. titre. Et on va s'amuser. Ça commence déjà par... Alors déjà, quand tu parles de contribution, qu'est-ce que tu entends par contribution? Alors, la contribution, elle est au moins double. D'abord, la contribution au mécanisme de défense Ouais. de mon cépage et la contribution au niveau organoleptique, au niveau du goût de l'armagnac. Ok. Et du coup, les phénylpropènes. Voilà, c'est ça, La effectivement. contribution de ces molécules en fait. Voilà, c'est ça. C'est une famille de molécules. C'est la famille des molécules dont une que j'étudie en particulier qui s'appelle le génol. Voilà, c'est D'accord, aussi ok. simple que ça. C'est du coup le génol Mm. est un phénylpropène. C'est ça. Et la particularité des phénylpropènes, pardon, c'est quoi du coup? C'est d'avoir un phényl et un propène. Ça c'est pour les big up à tous les chimistes. C'est ça. Yes, alors j'ai arrêté la chimie Alors. en terminale. Ça veut dire qu'il y a un groupement phénol et qui alors un groupement phénol c'est il faut vraiment mais expliquer ça. après- Non, c'est pas, les chimistes savent de quoi tu parles. Voilà, et ceux qui c'est ont envie ça. de savoir ce que c'est un phényl et un propane. Il y a un Discord sur lequel vous pourrez venir Exactement. voilà, C'est ça. chercher ça. En fait, ça te renseigne sur la structure de la molécule. D'accord, ok. Voilà. Et le génol, du coup, il contribue à ce que tu disais, donc la résistance. Contribuerait. Ouais. Contribuerait, ça, Mhm. c'est une hypothèse pour le moment. Tout à fait. Contribuerait du coup à deux choses. Donc une capacité organoleptique, Ouais. caractéristique de ça l'armagnac. aussi, ouais, ça reste à déterminer parce que le génol, tout le monde le connaît en fait. Ça sent le clou de girofle. Donc pour ceux qui font Mhm. la cuisine, ça parle assez rapidement. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, ça rappelle le dentiste. Ouais, Parce complètement. que, ouais. Voilà. Ou l'huile de barbe. Eh ouais, j'ai une huile de barbe à le génol, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Aïe, aïe, Il n'y a aïe, pas de aïe. souci. Ouais, le Et- clou de girofle, du coup, tu disais, comme parfum. Ça sent ça et on se demande si ça ne vient pas impacter le goût de notre eau de vie. Mais impacté positivement ou négativement? C'est la question. Ça aussi, ouais. C'est-à-dire si c'est trop, ça va être négatif. Si c'est C'est ça, le but, c'est- équilibré. Ouais, le but, Donc. c'est pas de faire des eaux de vie qui sentent le clou de girofle, Ouais. c'est de savoir vraiment ce que ça peut apporter à une eau de vie qui est faite à partir de ce cépage. Ok. Ce qu'on ne sait pas encore faire. Et du coup, la deuxième contribution serait la résistance. C'est ça, parce que le génol, c'est très connu en médecine chinoise et des médecines parallèles comme étant antiseptique, antiviral. Ça a plein de propriétés médicinales. Donc on se dit, c'est pas complètement idiot que ça puisse aider un cépage à se défendre contre des champignons. Et pourquoi on n'utilise pas le génol chez nous? Tu as de l'huile essentielle de clou de girofle Ok. qui est utilisée en médecine. C'est utilisé par exemple pour les dentistes parce que c'est un antiseptique. Ok. Et est-ce que c'est genre. Ça, tu sais peut-être pas, hein, ou tu n'es pas omniscient. Mais Pas encore. est-ce que le génol, on peut l'utiliser comme une alternative à certains pesticides, tu penses, ou en pulvérisation, un peu du coup moins dangereux peut-être pour les sols et pour la vigne? Alors tu tombes très bien parce qu'on m'a envoyé il n'y a pas très longtemps la fiche technique d'un produit Écoute, qui est déjà utilisé on dirait que c'est préparé. à base de génol, de thymol et de géraniol. Donc oui, c'est déjà utilisé comme produit alternatif. Mais là, c'est vraiment dans le cadre de quelque chose de naturel, c'est-à-dire que c'est le cépage qui possède cette Mais qui est molécule. produit lui-même. Voilà. Et du coup, moi, je voulais savoir si justement le génol, donc tu dis que ça protège la vigne et tout, et s'il y avait un mécanisme de défense du coup du baco, qui, quand il est en stress, soit par un champignon, soit par une maladie ou un truc comme ça, est-ce qu'il en produit plus? Est-ce qu'il serait capable d'en produire plus? On sait ça déjà ou pas? Alors ça s'appelle la question de l'induction. Justement, c'est le cas pour plein de molécules dans le vin. Quand la vigne est soumise à un stress, souvent elle produit des molécules qui lui permettent de se défendre. Et pour le génol, on ne sait pas. Ok. On ne sait vraiment pas. C'est l'autre question qu'on se pose. Est-ce que si par exemple il y a une attaque particulière de champignons, est-ce qu'elle va vraiment produire plus de génol?
Donc on sait pas si la plante en produit forcément pas, c'est une question. Non, ce qu'on sait, c'est que ce qui est spécifique avec le Baco, c'est qu'il a énormément de génol, il en concentre beaucoup comparé à d'autres cépages. Par Ok. exemple, qui sont utilisés dans l'Armagnac, c'est le cépage qui en possède le plus. Et comme c'est le seul qui est tolérant, on se dit c'est peut-être ça qui fait que Ouais. Qu'il en produise. c'est ça, qu'il est tolérant. Je viens de tilter, mais du coup, c'est une de ces fameuses molécules dont tu nous parlais la dernière fois qu'on connaissait pas trop dans le vin. Si, celle-là, on la connaît. On la connaît bien, quand Moi, même. je l'étudie pas. C'est une molécule volatile en plus. Elle est volatile, mais Ah, elle moi, est surtout j'utilise pas Ah, les oui. molécules volatiles. très connue parce que c'est l'autre particularité du Baco, c'est que c'est une molécule normalement qui est apportée par le bois, quand le vin est passé sous bois. Ok. Et les vins blancs qui vont être distillés ne sont pas passés en barrique. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant. Ah, d'accord. Mais après la distillation, l'eau de vie, elle passe en barrique par contre. C'est ça. Voilà. Alors soit on fait de la blanche, donc de l'eau de vie sans passage en barrique, soit on fait de l'armagnac ou du cognac, et là on passe en barrique. Ce qui lui donne sa couleur d'ailleurs. Et alors moi je le sais déjà, mais le Baco, c'est répandu en France ou pas? C'est une production très confidentielle. Je crois que ça représente moins de 1000 hectares ou à peu près 1000 hectares. Moi je croyais que c'était interdit. Alors oui, c'est le seul. C'est le seul hybride qui est autorisé en production Ok. d'appellation d'origine. Voilà, le seul en France. D'accord. Ce qui veut dire, du coup, que c'est le seul. En fait, c'est un cépage qu'on n'a pas trop le droit d'utiliser parce qu'il ne correspond pas aux caractéristiques de l'appellation. Ça fait partie d'une autre polémique qu'il y a eu dans le monde vitivinicole, c'est que les hybrides dits producteurs directs, c'est-à-dire que tu les plantes, tu n'as pas besoin de les greffer et tu obtiens du vin avec, Ok. concentré énormément d'une autre molécule qu'on appelle le méthanol. Donc c'est pas de l'alcool, c'est ce qu'on appelle l'alcool de manière générale. L'éthanol. L'éthanol, Voilà, c'est ça. ça c'est l'éthanol. Et le méthanol, c'est un produit CMR, si je dis pas de bêtises, donc Ouais. cancérigène, mutagène, reprogène, un truc sympa quoi. On utilise en laboratoire notamment pour faire des extractions, des trucs comme ça. C'est un produit pas très cool. C'est ça. Et du coup qu'on peut retrouver dans certains fruits. Oui. Donc notamment dans le raisin. C'est pour ça qu'il y a des cépages hybrides qui sont interdits. Qui en produisent beaucoup quand on les vinifie. Et comme le méthanol, c'est ce qu'on appelait avant si je dis pas de bêtises non plus, c'est le vin qui rend fou. Oui, c'est ça. En fait, ça rend aveugle surtout. Donc c'est pas très cool. C'est pas très sympa. D'accord. On a parlé du Baco blanc. Maintenant, parlons des qualités organoleptiques. J'aime bien. Un Vous l'avez autre pas, joli parce que mot. vous l'écoutez, mais le mot organoleptique, sa tête a changé. Je me suis concentré C'est ça. pour dire le mot sans bugger. Bon, c'est un joli mot, mais simplement pour dire les qualités sensorielles en fait, pour moi, de l'eau de vie. Son odeur, son goût, sa couleur. Ok. C'est pas Ça. plus compliqué. Du coup, ça a un rapport avec les organes. Bah, dans le sens où oui, tu vas utiliser ton nez pour Ok. sentir, tes yeux pour voir et ta bouche pour goûter. Voilà. C'est les 3 des sens, oui, c'est bon. C'est bon. Des On fois, il y a salue des bugs. Laura si... Ok. Ah bah écoute, au final, le sujet est assez simple. Oula. Final, dans le titre. dans le titre. Voilà, dans le titre. Dans le titre. Mais alors du coup, qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 3 ans? Alors, ce que je vais faire pendant ces 3 ans, la thèse, elle est un peu découpée en 3 parties. Celle qu'on vient de dénoncer, donc la contribution chimique de l'eugénol, D'accord. la partie pathologie, savoir exactement ce que fait cette molécule sur les champignons, et la partie analyse sensorielle, donc vraiment dégustation, savoir quel est l'impact de l'eugénol sur le goût de l'eau de vie. Donc là, ce que j'ai commencé à faire, c'était de doser l'eugénol. Donc déjà, il y a toute une partie méthode à apprendre. Ok. Et il va falloir le doser, cet eugénol, dans plein d'échantillons de Baco différents, mais pas que. Il va falloir le faire dans d'autres cépages pour pouvoir comparer et bien dire, on en retrouve vraiment énormément dans le Baco, c'est ce qui fait sa spécificité. Et l'autre partie, ça va être de tester l'eugénol sur du champignon. Et Donc- tester le génol que tu extrais directement du vin ou de l'eugénol Non, Peu importe. heureusement pour nous, ça existe. C'est Ouais. très facile à acheter, c'est pas cher, donc c'est ce qu'on fait et on le teste comme ça. Ça, c'est tout bénef pour ta thèse. Ah c'est ouais. cool. C'est vraiment, vraiment pas cher. Tu prends les coups de girofle là, Carrefour ou Super U là. Tu les extraits. Alors non, parce que c'est un peu plus complexe. Le clou de girofle, il a d'autres molécules. Et non, ouais, donc on faudrait veut vraiment. séparer, Voilà, Ouais, c'est tu veux ça. de l'eugénol pur, quoi. C'est ça. Et Et le génol pur, ça sent vraiment, vraiment le clou de girofle pour le coup, ou justement c'est les autres. c'est le problème de tout produit pur, c'est que Ouais, ça sent pas ce que ça devrait sentir. c'est ça. Ça sent, t'as vraiment l'impression d'être sur du clou de girofle, mais puissance 1000, Ouais. quoi. Ok.
Et du coup, toi, tu travailles à Bordeaux et tu travailles aussi, du coup, dans la région où se fait l'Armagnac. Et c'est Le Gers, c'est les Landes. C'est ça. Ah oui, ma grand-mère habite là-bas, donc je le sais. Vous n'allez pas me prendre au piège. Big up à tous les Gersois d'ailleurs. Hein. Et les Landais, il faut pas les oublier. Oui, c'est ça. Donc, je fais une partie ici à l'ISVV de Bordeaux, donc l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Tu vas te faire taper dessus. On dit l'unité de recherche œnologie. Ah, pardon. Okay, c'est le bâtiment. Je parlais du bâtiment. Et il y a une petite partie, oui, quand même, qui se fait, puisque mes échantillons viennent de là-bas, mes dégustateurs sont là-bas. Donc, oui, je suis amené à y aller souvent. Ok. Et du coup, le but, ça, t'aimes bien. Du coup, t'aimes bien savoir ça des fois. Le but de cette thèse. C'est la question que j'allais te poser. Quel est le but de ta thèse? Goûter de l'Armagnac, tout d'abord. Avoir des réducs. Ouais, bah alors ça, si tu veux, je t'invite chez moi. Il n'y a pas besoin de 3 ans pour le faire. Oui, mais quand tu les connais, c'est toujours mieux. Non, là, le but, c'est déjà d'apporter de la connaissance sur ce cépage qui est un peu particulier, qui n'est pas très utilisé. Et c'est surtout de voir, comme on est dans un contexte de changement climatique, on est dans un contexte où les pesticides n'ont pas bonne publicité, c'est de trouver des cépages alternatifs qui soient naturellement résistants, qui nous demandent moins d'intervention chimique de synthèse, on va dire, pour se défendre contre les maladies de la vigne. Ok. Mais il y a le problème du méthanol, du coup. Alors, le Baco en concentre un petit peu, mais pas suffisamment pour être dangereux. Pour être dangereux. Ok, donc ça fait partie des hybrides qui sont quand même globalement cool pour la santé Qui sont humaine. très intéressants. Ok, d'accord. Et alors du coup, parce qu'on en parlait vite fait tout à l'heure, mais qu'est-ce qui pose problème avec le Baco blanc et pourquoi on n'en utilise pas déjà plus en fait pour les nouveaux agriculteurs qui voudraient s'installer? Alors parce que le vin que tu fais pour faire de l'eau de vie, il est un peu particulier. Tu cherches pas à avoir quelque chose de très aromatique, tu cherches quelque chose d'assez neutre. Et le Baco correspond un peu à ces grandes qualités. Et puis c'est surtout un cépage qui pour l'instant est vraiment utilisé et spécifique de l'Armagnac. Donc je pense pas qu'un jour... l'utiliser que pour l'Armagnac en fait. Ouais. Il y a un coût aussi peut-être parce que c'est un cépage qui coûte plus cher qu'un autre. Alors, j'ai pas du tout une notion de prix sur ce cépage. Mais il a pas bonne réputation du fait de son histoire. Il est pas français. Il est tout à fait français. Non, mais comme c'est français. un hybride, comme ils avaient pas bonne réputation les hybrides, c'est pour ça D'accord. qu'on a mis du temps à les utiliser. Et là, on revient un peu en arrière du coup, vu que tout ce qui se passe au niveau climat et même maladie du bois de vigne et tout ça, ça craint un peu en ce moment. Donc, on revient à des trucs un peu anciens. Puis on s'est rendu compte que cette technique du greffage était très intéressante parce que ça nous assurait la pérennité du vignoble. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des techniques qui étaient intéressantes comme l'hybridation, puisque aujourd'hui il y a des hybrides qui sont en développement pour être résistants à certaines maladies ou adaptés au changement climatique. Moi, je trouve ça fascinant parce que du coup, c'est pas des OGM, comme on le dit, parce que ça peut faire un peu peur quand on dit qu'il y a du greffage, de l'hybride, tout ça, mais ça, c'est depuis des années et des années. C'est ça. Donc, c'est pas quelque chose de très dangereux. Et je trouve ça assez fascinant parce que c'est bien pour la vigne et du coup, on utilise moins de pesticides. Et à terme, c'est bien aussi pour la terre, du coup, pour les sols, etc. Donc, et si en plus, c'est pas dangereux pour nous, voilà, faut que. Toi, tu travailles pour que le Baco retrouve ses lettres de noblesse. Ou en tout cas, peut-être pas le Baco, parce que c'est aussi spécifique de l'Armagnac et c'est ce qui fait que ça fait partie du terroir de l'Armagnac. Mais c'est se dire qu'il y a d'autres moyens de sélectionner des plants de vigne et peut-être à chercher dans le passé, quoi. Et il y a un volet intéressant sur ta thèse dont tu n'as pas spécialement parlé, parce que donc, toi, on est d'accord, donc c'est dans une thèse scientifique, de sciences naturelles. Tu as travaillé sur la chimie, quasiment que sur la chimie au final. Un petit peu d'immunologie, non? Oui, de pathologie, de ce qu'on appelle de la pathologie. Tu fais pathologie, chimie, donc déjà, c'est déjà 2 grands volets. Plus l'analyse sensorielle. Plus l'analyse sensorielle, donc c'est vraiment gros travail. De ouf. Vraiment. Et tu travailles dans ton projet, il y a aussi un volet histoire. Et ça, je trouve ça assez intéressant dans une thèse en sciences aussi de refaire jouer un peu d'histoire. C'est vrai. Alors, tu peux nous en parler un peu? C'est pas moi qui le mène. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'au début, j'ai fait des études littéraires, donc oui, ça m'intéresse énormément. Mais il y a toute une partie effectivement de recherche sur la sélection du Baco. Donc, si on a des informations sur comment donc il s'appelait François Baco, l'instituteur qui a créé ce cépage. Si on a des informations sur la manière dont il a sélectionné ce cépage, nous, derrière, ça peut nous donner des hypothèses scientifiques, pour le coup.
et se dire, s'il l'a choisi comme ça, peut-être qu'il faut orienter nos tests pour le génol plutôt dans ce sens-là ou plutôt dans un autre. Je trouve ça ouf de revenir du coup sur des trucs anciens qui ont marché pour se dire bon alors on doit recommencer un peu à zéro entre guillemets et comment ils ont fait avant pour savoir, enfin pour créer des choses que nous on étudie aujourd'hui quoi. C'est très artistique, je trouve, comme manière de le faire. Genre, c'était Gaudi, je crois, un architecte espagnol, qui disait que en général, pour créer du nouveau, il faut repartir de l'ancien et se réinventer à partir de l'ancien, en fait. Et je trouve vraiment que du coup, voilà, comme tu dis, genre travailler sur des anciens cépages pour pouvoir trouver des solutions actuelles. Je trouve ça en fait limite artistique, quoi, comme travail. Parce que l'histoire c'est un peu cyclique en fait. Alors là, au 19e siècle, ils ont connu cette crise phylloxérique, mais nous on en connaît une autre, c'est celle du changement climatique, c'est celle de la pollution de nos sols, de notre matériel végétal. Et les réponses sont pas les mêmes, mais la réflexion est un petit peu la même. On a un problème, il faut le régler. Et on peut aller chercher dans le passé la méthode de réflexion qu'ils avaient, et c'est ce qu'on est en train de faire aussi. Est-ce que tu vois certains points communs avec une pandémie qui aurait lieu actuellement? Mais je ne parle pas de virus, moi. Je m'intéresse qu'aux petits champignons. Oui, est-ce que du coup, ça te... Même personnellement, est-ce que du coup, tu es un peu fier de faire partie du coup de ces équipes qui travaillent sur... vite fait, enfin, travailler à ce qui va nous arriver plus tard en termes d'agriculture, de trucs comme ça. Il y a quand même un côté assez... Parce que moi, je travaille pas... Enfin, nous, on essaie de travailler quand même sur des produits bio, les nouvelles alternatives et tout. De toute façon, la recherche, globalement, s'axe vers ça. Mais toi, tu es clairement directement dedans et tout. Il y a un côté... ça doit être assez satisfaisant quand même de travailler dans ça à ton échelle. Alors, je sais pas si je suis clairement dans ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai voulu commencer une thèse, je me suis dit, je veux vraiment une thèse qui tend vers ça, vers je sais pas comment on peut appeler ça, de l'agroécologie ou cette idée-là. Mais oui, je suis un petit peu fier. Alors, c'est que le début, donc j'ai pas fait grand-chose encore, mais l'idée, c'est ça, oui. C'est de pouvoir participer à cette transformation du monde agricole. Ok. En fait, je suis en train de capter, mais tu fais une thèse en tout, en fait. C'est une thèse 3 ans, non? Ouais. Genre, lui aussi, il n'avait pas capté au début de sa thèse. Il y a de l'écologie, il y a de l'histoire, il y a de la pathologie, donc t'as les sciences de la vie, quoi. T'as de la vini, de la viti, enfin, c'est hyper complet comme thèse. C'est la thèse parfaite, non? Eh ben, on arrête le podcast, c'est bon, on a la thèse parfaite. Non, c'est hyper. En fait, c'est fascinant. Et c'est ce qui peut aussi, des fois, perturber un peu les thésards. C'est ce vertige un peu que tu peux avoir en mode. Alors, une thèse, c'est ultra spécifique. Ouais, je vais travailler la chimie de l'armagnac. Ah non, en fait, je vais faire la pathologie, je vais faire la dégustation et tout. Et ça peut, des fois, faire peur et genre. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de thésards qui ont plein de volets. T'as des thésards qui prennent la suite d'autres, du coup, ils sont tracés. C'est pas pour autant que c'est très dur. C'est vrai que c'est la question que j'allais te poser, du coup. Est-ce que t'as choisi ta thèse ou ou pas? Ou celle qui m'a choisi? Ou celle qui t'a choisi? C'est entre les deux. J'étais en stage dans l'UR œnologie, du coup. Je te remercie pour eux. Et donc j'ai travaillé sur autre chose, sur l'extraction des lies de vinification, c'est-à-dire les levures mortes. Ah oui, ça y est, je vois. Voilà. Qui ont plein de qualités. C'est ce qui se dépose au fond des cuves après la fermentation alcoolique, pour ceux qui voient pas trop ce que c'est. Voilà. C'est solide à la fin, non? Alcoolique et malolactique. Ouais, mais nous c'était sur les lits de fermentation alcoolique. Ça ressemble un peu à une sorte de pâte. Ouais, c'est ça. Et donc c'était un sujet passionnant et mon encadrante de stage voulait faire une thèse. Sauf qu'elle n'avait pas de financement et le seul moyen pour que cette thèse se fasse, c'était de passer le concours de l'école doctorale. Alors je ne sais pas si on en parle un peu après ou... Tu peux en parler maintenant. Ouais. Donc pour ceux qui veulent faire une thèse, il y a la possibilité de passer un concours, le concours de l'école doctorale. Et il y a deux possibilités. Soit ils acceptent le dossier et on peut faire une thèse, soit ils acceptent le dossier et ils nous permettent d'aller faire un oral qui nous permet de décrocher une bourse. Okay. Et moi, ils ne m'ont pas laissé aller à l'oral. Et du coup, je n'avais pas d'argent. Donc, j'ai pas pu faire la thèse sur les lits. Et moi, je suis allé à l'oral et j'ai fini 31e sur 32. Dommage. C'était nul. Parce qu'attends, il y a combien de prix? T'as 3-4 bourses par an. Et nous, on est mélangés en œnologie avec sciences... Non, pas sciences de l'environnement. Il y en a qui avec font médecine. Et avec médecine. Et du coup, t'en as... Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Mais en fait, l'œnologie, ils n'arrivent pas à le classer dans un collège d'école doctorale.
Alors dans les collèges d'école doctorale, tu as sciences de la vie et de la santé. Bah, C'est là ça où on ressemble plus à... Ah, parce que sciences de la vie et de la santé. Ouais, c'est Ok. ça, sciences de la vie et de la santé. Tu as sciences de l'environnement, des trucs comme ça. Alors nous, ça tend à évoluer vers sciences de l'environnement en oenologie, parce qu'on a tout ce côté viti. Mais là, en ce moment, c'est en sciences de la vie et de la santé, Ok. pour des raisons un peu archaïques, mais c'est ce cas-là. Et du coup, quand on passe un concours, tu as, je sais pas moi, tu dois avoir 3, 4... Non, nous, on était deux en oenologie. Du coup, ils ont donné une bourse à un pote à moi qui faisait de l'oenologie. Et après, les 3-4 autres bourses, c'était à des... Mais parce que j'ai raté mon oral, hein, attention. Hein. Oui, non, bah... De toute façon, à 32 places pour 4 prix, c'est chaud. Hein. Moi, je l'ai carrément pas raté, j'y suis pas. Ouais, voilà. C'est plus simple, plus rapide. Et du coup, ouais, donc t'as pas eu... Toi, tout ce que t'aurais voulu aussi, c'était, avant de faire cette thèse, du coup, avoir le financement pour permettre à ta tutrice, entre guillemets, d'avoir... C'est ça. financement. Donc on était très investis tous les deux. Donc ça, c'est pas fait. On était en dépression littéralement Oh non. tous les deux dans notre bureau. Parce que je travaille avec elle, du coup, ça me fait de la peine. Et puis là est rentré donc mon directeur de thèse actuel et qui m'a dit, qui était déprimé lui aussi parce qu'il avait loupé le concours, mais pour le dépôt de dossier, lui, pour le coup, pour le dépôt du ouais. sujet de thèse. Et il est rentré dans le bureau, il était un peu dégoûté et il m'a vu, il m'a dit bah, tu cherches pas une thèse? Je fais ah bah si, très clairement. Et ça s'est fait comme ça, j'ai passé 2 entretiens avec lui, avec le co-encadrant de ma thèse et ça a commencé comme ça. Vous avez décidé la thèse ensemble, en fait, un peu? Alors non, parce que moi je fais suite à 3 masters 2 qui ont fait un stage, Ok. qui ont recueilli énormément de données sur le cépage, sur la chimie. Ok. Et donc moi c'est la première thèse sur ce sujet, mais j'arrive un peu après d'autres personnes. Donc t'as, entre guillemets, pas pu faire le sujet que tu voulais à la base, mais encore une fois, tu restes en oenologie. Et pareil avec un sujet passionnant aussi. Tu t'es accaparé un sujet qui n'était pas forcément celui que tu voulais faire à la base. C'est ça. C'est pas pour autant qu'on... Je m'imaginais pas faire une thèse si le sujet ne me passionnait pas. C'était tout ou rien. Tu m'as dit ça tout à l'heure en voiture, tu m'as dit je fais pas une thèse pour faire une thèse. Non. De toute façon, tu peux pas faire une thèse pour faire une thèse, sinon tu t'en sors pas. Bah, il paraît qu'il y a des gens qui font ça, qui le considèrent comme un métier, comme un... Ah, moi je le considère comme un métier. Hein. Oui, enfin pardon. Métier dans le sens, c'est un boulot alimentaire. Ouais. Quoi. Moi, c'est absolument pas ma conception. C'était tout ou rien. Soit je suis passionné par le sujet, il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas à moitié, ouais, c'est sympa, mais pas plus. Ça paraît bizarre, moi je trouve, de se lancer dans une thèse où t'es même pas passionné par le sujet, en fait. C'est-à-dire que tu vois, après, comme disaient Jean, ou comme disait Laura, qu'on a déjà invité dans le podcast, c'est après, tu vois, genre ça reste un boulot, je fais mes 35 heures dedans, etc. Faut pas non plus que ça déborde trop. T'arrives à faire 35 heures, toi? Non. non, on essaie. Après, il y en a qui s'en sortent très bien. Mais ce que je disais, moi, je l'ai déjà dit et je le répète, tu as ceux qui se tuent vraiment au boulot et tout parce qu'ils aiment ça et ils aiment vraiment faire ça, vraiment genre 60-70 heures par semaine. C'est un minimum. C'est un minimum. Non, mais après, je vais pas faire flipper ceux qui veulent faire une thèse non plus. Et moi, j'arrive à faire un peu moins que énormément d'heures. Il y a des semaines où j'en fais beaucoup moins parce que j'aime faire ce que je fais à côté et ce que je fais à côté me permet de me maintenir moralement et mentalement dans ma thèse. Alors qu'il y en a, ils préfèrent se consacrer qu'à ça parce que ça les fait tenir moralement et mentalement En fait, il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment comment vous entendez moralement un travail de thèse et mentalement un travail de thèse. Et il faut s'adapter en fonction de soit je me mets à fond dedans, soit je me mets à fond. Et des fois, j'ai mes trucs à moi à côté qui prennent aussi du temps. Et des fois, c'est compliqué. Et des fois, c'est facile. Voilà. Du coup, ça nous fait une transition toute trouvée. Magnifique. Qu'est-ce que tu fais en dehors de ta thèse, du coup, pour... Eh ben, du coup, pas grand-chose. Parce que lui, il est à fond dedans. Je suis à fond dedans. Toi, t'es en première année aussi. Je suis en première année. Il y a énormément de choses à lancer, puisqu'on l'a dit, la thèse est en 3 parties. Ouais. Donc, oui, je passe énormément de temps au labo. Mais sinon, à côté, c'est la lecture qui me sauve. Ok. Je lis beaucoup moins qu'avant, parce que j'ai moins de temps pour lire, mais je continue de lire énormément. Le cinéma aussi. Ouais. Que c'est triste en ce moment. On enregistre le 12. Le 12 mars. Les ciné sont fermés depuis trop longtemps. C'est ça. Il n'y a toujours pas de réunion pour savoir quand ça va réouvrir. Donc la lecture, le ciné, l'art un peu en général du coup. L'art en général, ouais, le sport. Et le sport, c'est pareil, on peut pas faire grand-chose, donc c'est un peu compliqué. En sortant à 18h, c'est rapidement fait. Enfin, 18h. Après 18h. Après 18h. Voilà. Donc pour l'instant, c'est le labo, ma vie. Quand tu te choisis un livre ou un film, tu prends plutôt des trucs assez concrets, assez genre du documentaire ou des faits, ou tu vas plutôt sur quelque chose pour t'évader vraiment complètement, genre science-fiction ou... Ça dépend de l'humeur du moment.
Ou tu lis tout ce qui se passe sous tes yeux, sous tes C'est mains? un peu ça. Ça dépend de l'humeur du moment. Là, Ouais. là, je suis sur de la science-fiction, mais juste avant, j'étais sur l'histoire du terrorisme basque. D'accord. Voilà, rien à voir. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Philippe Cadic, le maître du Haut-Château. Ah ouais. on en a parlé. C'est vachement bien. Ouais, j'ai pas encore commencé à lire du Cadic, mais tout le monde me dit C'est une le dystopie, dernier maître. Ouais. Dystopie, ça dépend pour qui. Il y en a qui rêveraient d'avoir fait ça. Donc, c'est l'histoire de. Le Japon divisé entre les nazis. Non, les États-Unis divisés entre les nazis et le japonais, c'est ça? C'est ça, c'est comme si les Allemands avaient gagné en 45. Donc voilà. C'est pas joyeux, mais Non. ça nous donne une autre perspective. Il y a de l'histoire. Une très série bonne sur adaptation sur Amazon Prime. Prime. Ouais. C'était la toute première série Amazon Prime, je crois. Qui est très bonne apparemment. Ouais. D'accord. Bon. Tu nous diras ça. Bah, d'abord, je lis, ensuite on verra. C'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ton sujet de thèse, quelque chose que tu as oublié ou quelque chose que tu veux revenir dessus Dont on n'a pas parlé, peut-être. Non, Une question qu'on t'a pas posée? Il y a la partie vraiment analyse sensorielle qu'on a moins abordée, Ouais. mais qui est. Alors, Ça, qui tu l'as- représente un tout petit peu moins. Tu l'attaqueras en dernière année, ça, du coup. Non, j'ai déjà T'as commencé. déjà commenté? J'ai Ok. déjà commencé parce qu'il y a tout un travail avec les professionnels de l'Armagnac qui m'aident beaucoup. Et le but, c'est de leur apporter pas des outils de compréhension, mais les aider eux-mêmes finalement à définir un cépage qu'ils mettent en avant, mais qu'ils ont du mal à définir. Ça paraît fou, mais il faut pas oublier qu'on travaille sur de l'eau de vie, donc c'est des produits qui sont à 40 degrés d'alcool. Alors je sais pas si vous avez déjà dégusté de l'Armagnac, mais J'ai pour les de auditeurs, l'Armagnac de mon année de naissance. Donc, voilà. Non, mais la dégustation du cognac et de l'Armagnac, enfin des eaux de vie en général, c'est terrible. Moi, ça me Ouais. défonce la bouche, vraiment, genre, très très vite. C'est horrible. C'est un autre monde. Et donc, c'est toujours un peu compliqué d'aller trouver la spécificité de ce genre de produit. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec eux. On travaille vraiment. Ils font vraiment partie de ma thèse. Et c'est une partie passionnante, mais qui, normalement, doit prendre un peu moins de place que le reste dans ma thèse. Même si j'aimerais que ce soit à égalité. Ce serait peut-être plus une ouverture sur un autre sujet ou d'autres questions. Non, ça fait vraiment partie de... Ah ouais, non, c'est vraiment intégrant aussi. C'est vraiment Ok. intégré dans le sujet, mais je peux pas aller aussi loin qu'on aimerait. Voilà, parce qu'on a des gens dans l'UR-œnologie qui sont vraiment spécialistes de la dégustation et de l'analyse sensorielle, et je peux pas aller aussi loin que je voudrais avec eux. Ok. Eh bien, on va pouvoir tenter de résumer cette thèse. Ah, moi, je voulais parler Mais de quelque chose avant, avant. oui, Ouais. mais avant, nous avons le point de Jean. Le point de Jean. Le Jean Point. C'est terrible. Non, je voulais parler de quelque chose que j'avais vu sur Instagram, sur la page ou le profil, je sais pas comment on dit, de Mathilde qui fait Bien dans ma thèse. C'est un podcast aussi comme nous sur les thésards, mais qui s'intéresse plus à la vie des thésards. Et elle parlait du coup hier de ce qu'on appelle des studigrammes. C'est des étudiants ou des chercheurs, des doctorants, tout ça, qui postent des photos sur les réseaux, sur Instagram notamment, en montrant que tout va bien dans leur thèse, dans leur sujet, tout ça, qui bossent comme des oufs, comme tu disais tout à l'heure, qui font 70 heures, mais ça leur pose pas de problème. C'est des guerriers du travail. Ça en motive certains. Et en fait, elle disait que certes, ça en motive certains comme elle, par exemple, parce qu'elle fait un peu ça aussi. Elle montre en gros les bons côtés. Et ça peut être motivant pour certaines personnes et ça peut être très déprimant pour d'autres personnes. Et du coup, elle parlait de ça parce que hier, donc le 11, elle a écrit un texte sur le fait que des fois, on a beaucoup de travail. On le voit avec Xavier qui a un bon gros morceau de travail à abattre pendant 3 ans. On a beaucoup de travail et parfois c'est difficile parce que c'est difficile tout court, parce que des fois on procrastine, on remet toujours à demain. Les deadlines arrivent, on a des gens qui nous demandent plein de choses, on a beaucoup de projets. En plus, elle fait un podcast à côté qui marche vraiment bien. Elle anime aussi la page PhD Student. Et en fait, donc voilà, le tout réuni, là, du coup, elle s'en sortait pas. Et c'est important de le dire aussi. Alors, c'est important de faire des studigrammes, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des gens qui nous motivent et qui montrent un peu comment c'est possible de bosser en s'organisant, en faisant des trucs. Mais c'est aussi important de dire quand c'est très difficile, parce que ça peut être très difficile, une thèse. Et tant qu'on n'y est pas confronté, on ne sait pas à quel point ça peut être difficile. Donc rassurez-vous, si vous voulez faire une thèse, il y a des très bons côtés, et il faut dire quand ça va pas, si vous pensez qu'il faut dire que ça va pas. Et au contraire, quand ça va pas, vous inquiétez pas, on est tous plus ou moins passés par là, et du coup, c'était ce que je voulais dire à peu près sur un peu l'humeur d'un thésard qui peut varier des fois, et que ça peut être très compliqué parfois, comme ça peut être très cool. C'est très très cool d'avoir partagé ça. On serait ravis d'ailleurs de recevoir Bien dans ma thèse dans le podcast. Ah oui, moi je serais ravi. Ce serait vraiment très très cool.
Et tous les autres gens, de toute façon, moi c'était plus Main Nombril de C'est une autre histoire qui m'avait commencé à m'intéresser au thésard aussi, qui avait un sujet genre où je me suis dit on peut faire une thèse là-dessus, vraiment, on a le droit. Donc ouais, je serais très très chaud et bon courage à tous les thésards qui soit galèrent effectivement, soit sont à fond. C'est des phases après, hein, ça. Ouais. C'est pas le bagne, hein, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Non, c'est- voilà. Attention, je rassure. Hein, Ah non, mais de toute façon, il vaut mieux kiffer si mieux vous kiffer. voulez aller là-dedans parce que ça va prendre du temps. Mais des fois, c'est dur et on a le droit de trouver ça dur. Oui. Voilà. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que c'est compliqué de considérer ça comme un boulot alimentaire classique. C'est que Ah oui. s'il n'y a pas la passion qui nous tire un petit peu, Et tu peux ça arrêter. paraît horrible de passer 65 heures au labo facilement, quoi. Je pense qu'il est important aussi de dire, parce qu'on n'en a pas encore reçu, mais j'aimerais beaucoup en recevoir, si jamais aussi, au bout d'un moment, c'est plus possible, arrêter une thèse, Oui. c'est pas perdre. Ouais, et c'est faisable. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Il faut juste rembourser le financement. Non, ça, c'est pas vrai. Truc horrible. Truc horrible. Le mec, il met grave la pression. Si vous avez commencé, vous devez finir. Non, des fois, c'est vrai que quand c'est trop dur ou quand on fait un mauvais travail, il vaut mieux arrêter que de continuer de faire une mauvaise thèse, je pense. Mais après, ça, c'est encore une fois, c'est mon avis, c'est personnel. Hein. Bien sûr. Et ben du coup, je te Eh. lance. Ah ben allez, On va pouvoir passer à ta petite interro. c'est l'interro de Robin. Donc là, Robin va essayer de résumer ta thèse. Tu vas le laisser parler, sauf s'il te pose des questions et qu'il galère, évidemment. C'est Et, possible. et à la fin, tu lui valides son résumé. Ok. Pas. Bon, normalement, il Et réussit je peux à le chaque regarder fois. se noyer aussi. Tu peux le regarder. Complètement. si tu veux. C'est ce que fait Jean à chaque épisode, Ah, hein, je donc kiffe. tu peux le Non, rejoindre. pour le moment, c'est super bien. Il y a que le dernier épisode où j'ai un petit peu galéré, mais on Ouais, était c'était- en lendemain de Nouvel An, donc Ouais, c'était un voilà, peu dur, c'était un mais peu dur bon. pour tout le monde. Ça arrive. Et à la fin, s'il a oublié des choses, tu n'hésites surtout pas à repréciser certaines choses qu'il a oubliées. Ok. Donc, mon cher Xavier, Je t'écoute, Romain. tu es venu nous parler d'une thèse en œnologie qui cherche du coup la contribution des donc phénylpropène et en particulier donc de l'eugénol C'est ça. sur le cépage du coup, enfin sur les mécanismes de défense, donc le système immunitaire du cépage Baco blanc. On va le résumer comme ça, ouais. Voilà, ok. Donc qui est du coup une espèce en particulier de vigne. Ouais. Et du coup, sur du coup les qualités organoleptiques, donc du coup c'est donc les qualités sensorielles C'est ça. de l'armagnac, l'eau de vie du vin. C'est ça. En fait, t'as relu mon sujet de thèse. J'ai complètement relu le sujet, voilà. Mais en vrai, le sujet est très explicite, donc c'était un peu simple à résumer, je trouve. Bah écoute, si t'as compris de quoi tu parles. Bah déjà, oui. Ouais, à dire que le cépage est un peu particulier. Ouais. Oui, bien sûr. Pourquoi il est est- particulier? Attends. C'est ça. Ah, Parce pas que c'est fini. un hybride, Exactement. déjà. Et un hybride, c'est Un hybride, du coup, c'est lorsque tu fusionnes. Alors, moi, j'ai vraiment l'idée de fusion. C'est pas Dragon Ball Z. C'est mais- pas Dragon Ball Z, oui. non, c'est du coup le. Donc, attends, j'ai oublié le nom du truc. Pour moi, c'est quand tu prends le tronc et la branche, en fait. Et non, c'est faux. Voilà, c'est ça. Mais Ça, je sais c'est plus. le greffage. Ah, c'est le greffage, greffage, ouais. pardon. L'hybride, c'est un hybride. C'est juste un mélange de. Tu es un croisement. hybride de cellules. tes parents. Voilà. Ok. C'est un croisement entre Un deux. croisement, un bon bâtard, quoi. Un bon bâtard. Le Donc, directeur je de te laisse Xavier se imaginer ce régale. qu'on- Voilà, c'est ça. Je l'ai pas encore dit d'ailleurs que j'enregistrais. À tout moment, je le bip. Hein. Bon, ça va. Je laisse imaginer du coup ce que ça donne un hybride de vigne, mais Ouais. oui, en fait, pour hybrider de la vigne, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on va la vigne fait ce qu'on appelle de l'autopollinisation, Oui. c'est-à-dire qu'elle le fait entre guillemets, elle se féconde elle-même. Et quand on veut faire des croisements, on va la féconder par une autre vigne. On va récupérer les raisins, on va récupérer les pépins des raisins et on va planter ces pépins. Donc c'est très très long en fait de D'accord. créer des cépages. Et puis ça marche pas à tous les coups. Il y a énormément d'échecs dans cette sélection. Et c'est pas fait par les vignerons. Oui, complètement. C'est fait par des pépiniéristes. Voilà. C'est ça. Mais qui travaillent vraiment sur la pousse des plantes et pas sur la production de fruits comme les vignerons. Je salue les pépiniéristes et les vignerons. Je sais pas. J'avais envie. Bon, bah écoute, c'est important de Je sais pas rappeler, s'ils voilà. écoutent tous, mais C'est ça. On en ceci- aura quelques-uns qui écoutent, Peut-être. je pense. À ceci près que là, c'est vraiment un instituteur qui a fait ça déjà au 19e siècle. Ouais. Donc, il n'avait pas tous les outils qui aujourd'hui nous permettent d'augmenter un peu, si tu veux, la réussite de ce croisement. Et il a fait ça de manière très, très empirique.
Parce que, putain, ça, du coup, c'est une question qu'on n'a pas posée, mais on va en profiter maintenant. Il y a des gens, du coup, qui ont repris ces travaux pour essayer de les réaméliorer aujourd'hui, ou c'est resté à l'abandon pendant un certain nombre d'années? Alors, il n'était pas tout seul, il était déjà entouré par. D'accord. Je crois qu'il y avait un médecin dans ses collaborateurs qui l'a un petit peu aidé aussi, je pense, dans la méthode scientifique. Et il y a, à ma connaissance, il n'y a personne qui a repris ses travaux, mais son cépage est resté tel quel. Il a été multiplié, réutilisé par les pépiniéristes, justement. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme je parlais d'échecs dans la pousse, finalement, de ces hybrides, lui, le nom exact du cépage, c'est 22A. Baco blanc 22A. Pourquoi 22A? Parce que c'est le 22e pied du rang A. C'est très très précis. C'est celui qui a réussi à pousser du coup? Oui. On pense. On pense que oui, mais qui a réussi à pousser. Je pense qu'ils ont tous réussi à pousser, mais pourquoi il a choisi celui-là? C'est 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 la ça partie aussi, historique trop bien. de la thèse, c'est savoir pourquoi ce 22A, ce 22e pied du rang A, était particulièrement intéressante par rapport au 22C ou au 24. Ça se trouve, c'était le plus proche de la porte. J'espère pas. Très clairement. Est-ce que c'est celui qui a réussi à faire pousser du vin aussi Pousser du vin. C'est intéressant. Alors, on récolte pas les bouteilles, ça c'est un mythe. Du raisin, voilà. Excusez-moi. Ton père, il va être ravi. Je Mon pense. père, il va être fier de moi là. Mon père est viticulteur, syndicaliste. Il va kiffer ça. Cool. Putain, je sens qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette thèse. Mais oui, en tout cas, ça va. 3 thèses en ligne, on peut faire 3 émissions. On peut faire 3 émissions. Tu vas avoir beaucoup de choses à nous dire dans 3 ans. Dans 2 ans. 3 ans. Ouais. Mais du coup, ça nous permet de faire une petite transition toute trouvée pour le Discord qui existe maintenant, sur lequel du Très coup, beau Discord. vous pourrez retrouver toutes les informations sur la thèse de Xavier, où il pourra aussi compléter et répondre éventuellement à des questions tant qu'elles sont pertinentes. C'est ça. Vous pouvez du coup retrouver aussi le podcast sur toutes vos plateformes préférées, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à le partager, à en parler autour de vous. Ça nous aiderait beaucoup. Et une page Insta maintenant aussi. On a aussi une page Insta dédiée juste à Taisez-vous. Juste à Taisez-vous, ouais. Voilà, qui est gérée par Jean, ici présent. Ouais. Je sais pas si je vais être hyper assidu. On va essayer de se débrouiller. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est disponible sur toutes les plateformes que j'ai dit. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Le Facebook, le Instagram, tout ça. Voilà, on était super contents de reprendre. Merci Xavier d'être venu. Merci à beaucoup, vous Xavier. Voilà, salut Jean. Salut Robin. Et à prochain bientôt. épisode. Allez. Hein, Taisez-vous. Bonsoir. Taisez-vous. Bonsoir.